Sérail en FEU, il faut savoir partir, Ferdinand Ngo face à l'appel le plus dangereux de sa carrière. Quand le drame entre au palais. Quand la maison du chef commence à brûler, même les gardiens regardent le feu en silence. Ce soir, le Cameroun ne dort pas tranquille. Ce soir, quelque chose gronde au sommet de l'État. Ce n'est pas une sirène. Ce n'est pas un coup d'État. Ce n'est même pas un discours officiel. C'est pire. C'est une phrase. Courte. Sèche. Implacable. Il faut savoir partir. Dans un pays où l'on ne parle jamais de départ au sommet. Dans un système où rester est souvent présenté comme une vertu. Cette phrase tombe comme un coup de tonnerre dans le ciel du sérail. Elle vise un homme. Mais elle menace un équilibre. Elle interpelle un poste. Mais elle questionne tout un système. Ce n'est pas un fait divers, c'est un séisme politique. Ne vous trompez pas. Ce que vous allez entendre ici n'est pas une simple polémique médiatique. Ce n'est pas une petite rumeur de réseaux sociaux. Ce n'est pas un clash de journaux. C'est un signal politique. Un signal lourd. Un signal dangereux. Un signal que, d'habitude, on chuchote, mais qu'on n'écrit jamais en une. Et pourtant, cette fois, c'est écrit noir sur blanc. Imprimé. Assumé. Distribué au grand jour. Quand la satire devient une alarme nationale. Au Cameroun, on plaisante beaucoup. Mais quand la satire devient sérieuse. Quand l'ironie devient grave. C'est que le malaise est profond. Parce que derrière les mots, il y a des tensions. Des non-dits. Des luttes silencieuses. Et surtout, des secrets bien gardés au cœur du pouvoir. Chaque phrase compte. Chaque silence est calculé. Chaque absence est un message. Un homme, un poste, un moment critique. Ferdinand Ngo. Ministre d'État. Secrétaire général de la présidence de la République. Un poste stratégique. Un poste sensible. Un poste où l'on ne trébuche pas sans bruit. Quand un appel au départ vise une telle fonction. Ce n'est plus une affaire personnelle. C'est un épisode majeur de l'histoire politique en train de s'écrire. Ne partez pas. Ce qui suit est loin d'être banal. Ne partez surtout pas. Parce que ce reportage va vous plonger dans un univers où le pouvoir ne se montre jamais entièrement. Où les décisions se prennent loin des caméras. Et où les vérités les plus importantes circulent à voix basse. Ce n'est pas une simple affaire. Ce n'est pas une simple polémique. C'est une révélation qui pourrait bien redéfinir ce que vous pensiez savoir sur le fonctionnement réel du sommet de l'État camerounais. Avant d'aller plus loin. Avant d'entrer dans ce dossier sensible. Prenez un instant pour aimer cette vidéo, vous abonner à la chaîne. Et surtout activer la cloche de notification. Parce que sur Camé News, on ne vous sert pas l'actualité fade et endormante. Ici, on vous la sert bien épicée. Sans filtre. Avec du fond. Et surtout avec le courage de dire ce que beaucoup préfèrent taire. Restez bien avec nous. Ce que vous allez entendre n'a rien, mais alors rien de banal. Partie 1, une qui fait trembler le sérail, quand le journal parle plus fort que les discours. Au Cameroun, on dit souvent. Quand le tambour change de rythme au village, même les sourds sentent que quelque chose se prépare. Le 5 décembre 2025, ce n'est pas un discours officiel qui a fait du bruit. Ce n'est pas un communiqué de la présidence. Ce n'est même pas une fuite savamment organisée. C'est une de journal. Oui, une simple feuille de papier. Mais une feuille qui a claqué plus fort qu'un conseil des ministres. L'hebdomadaire Première Heure sort une sans détour, sans sucre, sans gants. Il faut savoir partir. Au Cameroun, ce genre de phrase, ce n'est pas de l'information. C'est une interpellation directe. Un doigt pointé vers le sommet. Une parole que beaucoup pensent mais que peu osent imprimer. Quand la une devient un acte politique. Il faut comprendre une chose. Au Cameroun, une n'est jamais innocente. Quand un journal choisit ses mots, il choisit aussi son camp, son moment et son courage. Et là, Première Heure ne parle pas à demi-mot. Le journal ne chuchote pas. Il crie calmement. Comme quelqu'un qui a longtemps gardé le silence et qui décide soudain de dire la vérité, même. Le message est clair. Le problème n'est plus caché.
Le malaise est désormais public. Une cible bien désignée. La une ne vise pas un concept flou. Elle ne parle pas de « dérive » en général. Elle nomme, elle désigne, elle assume. Ferdinand Ngo, ministre d'État. Secrétaire général de la présidence de la République. Un titre long comme un discours. Un poste lourd comme un camion chargé de dossiers sensibles. Quand un journal décide de s'attaquer à une figure de ce niveau, ce n'est jamais un hasard. Comme on dit chez nous, on ne lance pas une pierre sur un palmier vide. Des mots qui piquent, mais qui parlent au peuple. La phrase citée par le journal est brutale. La République le déteste, le peuple camerounais a voté pour son limogeage, Paul Biya ne le reçoit plus. Ce n'est plus du journalisme tiède. C'est une charge politique. 3 accusations en une phrase. La République donc les institutions seraient lassées. Le peuple donc la rue aurait déjà tranché. Le sommet donc le président garderait ses distances. Au Cameroun, quand ces 3 niveaux commencent à se désaligner, le sol devient glissant. Une qui révèle plus qu'elle n'informe. Cette une ne fait pas que donner une information. Elle révèle un état d'esprit. Elle révèle que le silence officiel ne suffit plus. La patience populaire est usée. Et le débat est sorti des cercles fermés. Le journal fait ce que beaucoup n'osent pas faire. Dire à voix haute ce que les couloirs murmurent depuis longtemps. La satire comme dernier recours. Le ton est dur, parfois moqueur, presque irrévérencieux. Mais au Cameroun, quand la satire surgit, c'est souvent parce que le sérieux n'a plus d'effet. Quand les conférences de presse n'expliquent plus. Quand les communiqués rassurent sans convaincre. La satire devient une arme populaire. Et cette une en est un parfait exemple. Elle fait rire jaune. Mais elle fait réfléchir. Une alerte plus qu'un attaque. Contrairement à ce que certains pourraient croire. Cette une n'est pas seulement une attaque personnelle. C'est une alerte politique. Elle dit au pouvoir. Attention, le fossé se creuse. Attention, l'image se dégrade. Attention, le ras-le-bol se structure. Et au Cameroun, quand le ras-le-bol commence à se structurer, ce n'est jamais bon signe pour ceux qui sont au sommet. Le miroir tendu au sérail. Au fond, c'est une agit comme un miroir brutal. Un miroir sans filtre, sans maquillage. Elle oblige le sérail à se regarder et à se poser une question simple mais dangereuse. Est-ce que le silence protège encore, ou est-ce qu'il aggrave? Comme on dit chez nous. Quand le marché commence à parler de toi, ce n'est plus ta famille qui peut te défendre. En clair, dans cette partie 1. C'est une marque. Un changement de ton médiatique. Une rupture dans la retenue habituelle. Et peut-être le début d'un nouveau rapport entre la presse et le pouvoir. Ce n'est pas encore une chute. Mais c'est clairement un coup de tonnerre. Et quand le tonnerre gronde longtemps, la pluie finit toujours par tomber. D'une manière ou d'une autre. Partie 2 du cœur du pouvoir à la solitude politique, l'homme seul au sommet. Au Cameroun, on dit souvent. Quand tout le village commence à chuchoter ton nom, ce n'est plus un complot, c'est une alerte. Ferdinand Ngo, longtemps présenté comme l'homme fort du sérail. Celui dont le bureau voyait passer les dossiers les plus sensibles. Celui dont la signature pouvait accélérer ou enterrer une décision. Semble aujourd'hui découvrir une vérité brutale du pouvoir camerounais. Plus on monte haut, plus on peut tomber seul. L'architecte silencieux du pouvoir. Pendant des années, Ngo a été décrit comme le cerveau administratif du régime. Pas un tribun. Pas un grand orateur. Mais un gestionnaire de couloir. Un homme de dossier, de notes confidentielles, de circuits fermés. Au Cameroun, ce type de profil est souvent plus puissant que le ministre qui parle à la télévision. Parce que celui qui contrôle les papiers contrôle le temps. Et au Cameroun, le temps administratif, c'est le vrai pouvoir. Mais à force d'être partout, on finit par être nulle part politiquement. Le pouvoir qui hisse zéro le. Le journal Première Heure parle d'un homme de plus en plus isolé. Ce mot n'est pas innocent. L'isolement au sommet, ce n'est pas l'absence de garde. C'est l'absence d'alliés sincères. Quand les dossiers deviennent lourds. Quand les scandales commencent à coller au nom. Les couloirs se vident. Les sourires se raréfient.
Les téléphones sonnent moins. Et comme on dit chez nous, quand tu vois les gens courir sans te prévenir, c'est que la pluie arrive, et toi tu es dehors. Ne plus être reçu, au Cameroun, c'est un message. L'un des éléments les plus forts évoqués par le journal. C'est cette phrase simple mais explosive. Paul Biya ne le reçoit plus. Dans n'importe quel pays, ça peut passer. Mais au Cameroun, ne pas être reçu, c'est être mis en veille politique. Ce n'est pas une sanction écrite. C'est pire. C'est une distance symbolique. Et au sommet de l'État camerounais, la distance est souvent plus violente que le renvoi. Le peuple a voté pour son limogeage, le scrutin silencieux. Quand Première Heure écrit, le peuple camerounais a voté pour son limogeage. Ce n'est pas une élection officielle. C'est un vote d'humeur. Un scrutin de ras-le-bol. Un référendum populaire informel. Ce vote se déroule dans les taxis, sur WhatsApp, dans les marchés, dans les vidéos TikTok, dans les commentaires Facebook. Et au Cameroun, quand la rue commence à voter sans urne, le pouvoir ferait bien d'écouter. Les milliards qui collent à l'image. L'isolement politique n'arrive jamais seul. Il arrive souvent accompagné de chiffres. Beaucoup de chiffres. L'affaire des lampadaires à 21,4 milliards francs CFA est devenue un symbole. Pas seulement pour ce qu'elle représente financièrement, mais pour ce qu'elle raconte politiquement. Dans l'imaginaire collectif, Ngo n'est plus seulement un haut fonctionnaire. Il devient l'homme des milliards qui ne s'explique pas. Et au Cameroun, les milliards mal expliqués sont plus dangereux qu'un discours mal prononcé. De l'homme clé au problème central. À force de tout centraliser, le pouvoir a fini par concentrer les critiques sur une seule personne. C'est le paradoxe camerounais. Quand ça marche, le système est collectif. Quand ça échoue, le visage devient individuel. Ngo devient alors le symbole commode. Celui sur qui on projette la fatigue nationale. Les lenteurs administratives. Les soupçons de corruption. Et le sentiment que rien ne change. Le moment où le miroir devient cruel. Il arrive toujours un moment où le pouvoir se regarde dans le miroir. Et ne reconnaît plus son reflet. Quand un journal ose dire « Il faut savoir partir », ce n'est pas une attaque personnelle. C'est une question existentielle pour le régime. Parce que si un homme devient plus coûteux politiquement que rentable institutionnellement, alors le problème n'est plus médiatique. Il est stratégique. Une solitude qui parle pour tout un système. Ce que raconte cette partie 2. Ce n'est pas seulement la trajectoire d'un homme. C'est la démonstration que le pouvoir sans renouvellement fatigue. La centralisation extrême isole. Et l'absence de contre-pouvoir crédible finit toujours par se retourner contre ceux qui gouvernent. Comme on dit chez nous. Quand tu manges seul trop longtemps, même la nourriture finit par t'empoisonner. En résumé, Ferdinand Ngo apparaît ici comme un homme seul au sommet. Pris entre la colère populaire, le silence du sommet, et le poids d'un système qu'il incarne malgré lui. Partie 3 DCC, bouc émissaire et l'art camerounais de se laver les mains. Au Cameroun, un vieux sage disait. Quand la marmite déborde, chacun accuse le feu, mais personne ne parle de ce qu'on a mis dedans. Et c'est exactement dans ce décor-là que surgit le département du contrôle supérieur de l'État, le fameux DCC. Normalement, le DCC, c'est la conscience financière de la République. Celui qui regarde les chiffres quand tout le monde regarde les discours. Celui qui pose des questions quand les autres applaudissent. Mais voilà, au Cameroun, poser des questions coûte parfois plus cher que détourner l'argent. Quand le contrôle dérange, il devient suspect. Selon Première Heure, une phrase résume tout le malaise. On accuse le DCC adjoint qui n'en sait rien. Traduction en langage de quartier. Le problème est gros, alors cherchons quelqu'un de plus petit pour porter le sac. Car quand les scandales éclatent, quand les chiffres donnent le vertige, quand l'opinion commence à poser trop de questions, le réflexe est toujours le même. Trouver un coupable technique. Pas le décideur. Pas le signataire final. Non. Le fonctionnaire intermédiaire. Celui qui n'a ni micro, ni protection, ni palais. Le jeu du « ce n'est pas moi ».
Dans cette affaire, on assiste à un grand classique de la gouvernance camerounaise. Le théâtre de la déresponsabilisation. Chacun joue son rôle. Moi, j'ai seulement transmis le dossier. Moi, j'ai suivi les instructions. Moi, je n'étais pas là ce jour-là. Moi, je ne fais que signer ce qu'on me donne. Résultat? Personne n'a décidé. Mais tout a été fait. Personne n'est responsable. Mais l'argent est bel et bien parti. Et pendant ce temps, le DCC devient l'arbre sur lequel on tape. Pour éviter de regarder la forêt entière. Le contrôle supérieur. Mais inférieur au pouvoir. Il faut dire les choses franchement. Au Cameroun, le contrôle a une limite invisible. Une ligne rouge non écrite. Le DCC peut contrôler, oui. Mais pas trop haut. Pas trop près du sommet. Pas trop près des bureaux où les décisions deviennent sacrées. Alors quand un dossier touche le cœur de la présidence, le contrôle devient soudain, sensible. On commence à parler de mauvaise interprétation. Excès de zèle. Procédure mal comprise. Bref, le contrôleur devient le problème. Et le problème devient secondaire. Éteindre le feu avec des boucs émissaires. Dans cette affaire, ce que dénonce Première Heure, ce n'est pas seulement une tension administrative. C'est une stratégie bien connue. Sacrifier un pion pour sauver la tour. Quand le feu prend dans la cuisine présidentielle, on n'appelle pas toujours les pompiers. On appelle quelqu'un pour dire: c'est lui qui a mal fermé le gaz. Mais le peuple n'est plus naïf comme avant. Il voit bien que les milliards ne se déplacent pas seuls. Il voit bien que les décisions lourdes ne viennent pas d'un adjoint. Et c'est là que la satire devient amère. On veut faire porter à la fourmi le poids de l'éléphant. Quand le contrôle perd sa crédibilité. À force d'utiliser le contrôle comme un bouclier politique, le système finit par fragiliser l'institution elle-même. Car si le DCC est perçu comme impuissant face aux grands, dur seulement avec les petits, instrumentalisé selon les dossiers, alors le citoyen perd confiance. Et quand le citoyen ne croit plus aux mécanismes de contrôle, il ne croit plus au discours sur la bonne gouvernance. Tout devient suspect. Même ce qui est bien fait. Le problème n'est pas le DCC, mais ce qu'il révèle. En réalité, le DCC n'est qu'un révélateur. Un miroir administratif. Et comme on dit chez nous, quand tu n'aimes pas ton visage, ce n'est pas le miroir qui est sorcier. Ce que cette affaire montre, c'est un système où la responsabilité est verticale quand il s'agit de pouvoir, mais horizontale quand il s'agit de faute. Un système où l'on protège les centres de décision et où l'on expose les périphéries. Le peuple observe et prend des notes, pendant que les institutions se renvoient la balle. Le peuple, lui, observe. Il observe que les scandales se répètent. Les méthodes ne changent pas. Les sanctions restent rares. Et il comprend une chose. Le problème n'est pas un homme isolé, mais une culture de l'irresponsabilité. En clair, dans cette partie 3. Ce que révèle ce bras de fer autour du DCC. Ce n'est pas une simple querelle interne. C'est la peur du contrôle réel. La panique face à la transparence. Et la tentation permanente de trouver un fusible. Mais attention. À force de changer les fusibles, le courant finit toujours par sauter. Quand tout le monde fuit la responsabilité, c'est la République qui reste seule au banc des accusés. Partie 4 au-delà de NG0H NG0H, quand le système se regarde dans le miroir. Au Cameroun, on aime dire. Quand le problème dure trop, ce n'est plus un accident, c'est une organisation. Et c'est justement là que le débat devient sérieux, même quand on rit jaune. Car derrière le nom de Ferdinand Ngo, derrière là une tapageuse, derrière les titres qui piquent comme le piment du MBAM, se cache une question bien plus lourde. Est-ce l'homme qui pose problème, ou le système qui l'a fabriqué? Parce qu'il faut être honnête. Ngo n'est pas tombé du ciel un matin comme la pluie de mars. Il est le produit d'un mécanisme. Un mécanisme où le pouvoir s'accumule. Où les décisions montent plus vite qu'elles ne redescendent. Et où la signature devient plus importante que le résultat sur le terrain. Le pouvoir qui s'assoit. Et ne veut plus se lever.
Au Cameroun, partir d'un poste stratégique, ce n'est pas banal. C'est presque vu comme une malédiction. On préfère rester jusqu'à ce que la chaise se casse sous le poids des dossiers. Et pourtant, quand un journal ose écrire « L'homme à la pingue doit partir », ce n'est pas une attaque capillaire? C'est une invitation brutale à regarder la réalité en face. Car rester trop longtemps au sommet, ça crée 3 maladies bien connues chez nous. La surdité sélective, on n'entend plus que ce qui nous arrange. L'aveuglement volontaire, on ne voit plus les dégâts en bas. La peur du changement, parce que changer, c'est perdre le contrôle. Résultat? Le pouvoir devient statique. Alors que le pays, lui, est en mouvement. Dans la rue, dans les réseaux sociaux, dans les frustrations quotidiennes. Le gré à gré, l'art camerounais de faire vite. Mais mal. Parlons-en franchement. Le gré à gré, au Cameroun, ce n'est plus une exception. C'est presque devenu une tradition nationale officieuse. Normalement, le gré à gré, c'est pour l'urgence. Chez nous, même l'urgence a pris un abonnement à long terme. Des marchés de dizaines de milliards. Attribués sans grande lumière. Sans grande explication. Avec des résultats parfois invisibles. On promet des routes. On livre des trous. On promet de la lumière. On livre des poteaux qui regardent le ciel sans éclairer personne. Et quand le peuple pose la question, où est passé l'argent? On répond souvent par le silence. Ou par un rapport que personne ne lit. C'est ça aussi, le cœur du malaise. Centraliser pour contrôler. Ou pour étouffer. À force de vouloir tout décider depuis le sommet. Le système a fini par créer un embouteillage politique. Tout passe par un bureau. Tout attend une signature. Tout dépend d'un cercle très fermé. Résultat? L'administration ralentit. Les initiatives meurent. Et la responsabilité se dilue. Quand tout est contrôlé par quelques-uns. Personne n'assume vraiment quand ça échoue. Et c'est là que la satire devient tragique. Plus personne n'est responsable, mais tout le monde est au pouvoir. Partir n'est pas une faiblesse, c'est une respiration. Ce que Première Heure ose dire, beaucoup le pensent tout bas. Savoir partir peut sauver les institutions. Dans d'autres pays, le départ d'un haut responsable est un acte normal. Parfois même salutaire. Mais chez nous, partir, c'est presque comme avouer un crime. Alors on reste. Même quand la confiance est cassée. Même quand l'image est abîmée. Même quand le pays réclame autre chose. Pourtant, un système qui ne se renouvelle pas. C'est comme une eau stagnante. Ça finit toujours par sentir. Le peuple ne crie pas pour rien. Aujourd'hui, le bruit ne vient pas seulement des journaux. Il vient des taxis. Des marchés. Des réseaux sociaux. Des jeunes qui regardent l'avenir avec plus de doute que d'espoir. Quand un journal parle de « vote populaire pour un limogeage », ce n'est pas un scrutin officiel. Mais c'est un thermomètre social. Et au Cameroun, quand la température monte trop longtemps, il ne faut pas faire semblant que tout va bien. Le vrai procès, c'est celui de la gouvernance. En réalité, Ferdinand Ngo n'est qu'un symbole. Le vrai débat, c'est: quel type de gouvernance voulons-nous? Un pouvoir fermé ou un pouvoir qui écoute? Des décisions rapides mais opaques, ou lentes mais transparentes. Parce que si un homme part, sans que le système change, le problème reste. Il change seulement de visage. En résumé, cette partie 4 n'est pas un règlement de compte. C'est un miroir tendu au sommet de l'État. Et comme on dit chez nous, quand le miroir te montre que tu es sale, ce n'est pas lui qu'il faut casser, c'est toi qu'il faut laver. Conclusion. Et maintenant, qui écoute le signal? Cette une de Première Heure n'est pas qu'un coup médiatique. C'est un thermomètre. Et la température est élevée. Reste une inconnue majeure. Le palais de l'unité entendra-t-il ce message, ou choisira-t-il le silence? Car au Cameroun, les décisions importantes ne se prennent pas à la une. Mais loin des regards. Dans un calme parfois inquiétant. Alors, Camé News vous pose la question. Ferdinand Ngo est-il devenu un poids politique? Ou assiste-t-on simplement à une guerre d'opinion sans lendemain? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire.
Aimez cette vidéo? Abonnez-vous à Kame News. Et surtout, restez connectés. Parce que quand l'histoire s'accélère, nous sommes là pour l'expliquer, même.